dans cette période très compliquée, est bien là. Il discute, il se réunit, il intervient, il n'est pas confiné. Oui, c'est bon? Oui. Je continue. Camarades, nous n'avons jamais connu donc une telle situation dans laquelle nous sommes actuellement. Déjà, il faut affirmer, je pense, une chose, c'est le gouvernement qui porte l'entière responsabilité de la situation actuelle en ayant refusé de fournir en temps et en heure des masques, des tests, des protections, des lits, en particulier de réanimation, mais pas seulement, puisqu'il y a eu donc 160 000 lits qui ont été supprimés en 1993 et que le stock de masques dont disposait la France a été détruit par la fermeture de l'établissement qui gérait les stocks en 2016. Il y a aujourd'hui 25 201 victimes à la date d'hier soir, dont près de 10 000 dans les EHPAD. Avec la section fédérale, nous avons combattu pour mettre le personnel à l'abri avec le maintien de ses droits autant que possible, de son salaire, de ses primes. Des revendications ont été obtenues, comme par exemple le paiement des indemnités kilométriques, d'indemnités de repas dans la plupart des organismes et le paiement de l'indemnité de télétravail étendue à tous les agents. Il a fallu néanmoins faire usage et soutenir le droit de retrait qui a été exercé par un certain nombre de collègues. Il a fallu faire évacuer certains centres dont les collègues étaient restés présents malgré le fait qu'il y ait des cas de Covid, malgré à l'intérieur des collègues qui étaient touchés, et faire respecter la libre circulation des délégués dans les organismes qui étaient parfois, dans certains organismes, entravés par les directions. Il y a eu les ordonnances du 25 mars, qui sont des mesures d'exception, qui s'appliqueraient jusqu'au 31 décembre 2020, avec la tentative de prendre des congés au travers de la conclusion d'accords d'entreprise, de réduire 2 jours de RTT, d'augmenter la durée du travail jusqu'à 60 heures par semaine, et y compris d'essayer d'instaurer le travail le dimanche. Et nous avons une confirmation que la sécurité sociale faisait partie du périmètre de l'intervention de ces ordonnances. Nous avons réussi, avec là encore l'aide de la section fédérale, à ce qu'il n'y ait pas de négociation dans les organismes qui aurait été un cadre de remise en cause de nos acquis et de nos droits. Il y a, camarades, dans notre entourage, y compris dans nos familles, 10 millions de salariés, 10 millions de salariés en chômage partiel. Et c'est dans ce contexte que nous avons entendu le gouvernement répondre positivement à la demande pressante du MEDEF de reprendre le travail, et malgré le fait que les entreprises, pour qu'elles refassent du profit, avaient touché des aides extrêmement importantes de la part du gouvernement, à hauteur dans un premier temps de 300 milliards, puis 120 milliards d'euros, qui ont ensuite c'est pas encore donné, ça. Pour ça, t'envoies un message, s'il te plaît. T'envoies un message, Jean-François. 93, tu m'entends? Oui, mais j'envoie un message. En rapport, envoie un message écrit. Envoie un message. Les aides, elles n'ont pas encore été versées. La réouverture, camarades, le gouvernement, pour un décret dans ces Jean-François. Jean-François. Oui, oui, oui. Jean-François, pour le 93, pour le... Coupe ton micro, Jean-François. C'est que... Le gouvernement, donc, décrète la réouverture des écoles le 11 mai pour remettre les parents au boulot. C'est un tollé général dans l'enseignement, y compris avec leurs organisations, y compris chez les maires, puisque le gouvernement, en prenant une telle décision, décide de recréer de nouveaux foyers de contamination pour faire reprendre le travail. Le gouvernement a supprimé l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfants de moins de 16 ans. Nous avons réussi malgré cela à obtenir
maintien du salaire dans la sécurité sociale, mais nous constatons qu'il y a d'énormes pressions sur le personnel, soit pour faire du télétravail, malgré la présence d'enfants, y compris d'enfants en bas âge. Mais la résistance s'organise et continue de s'organiser. Il y a eu dans les CEPAM 75, 92 et 95 des tracts unitaires pour que soit respecté le choix de l'agent, du télétravail ou de maintien de la dispense d'activité. Et vous avez eu dans le week-end des premiers éléments de plateforme revendicative sur ce que veut le personnel. Mais il y a une campagne qui est en train de s'engager. Cette campagne met en relief un déficit historique de la sécurité sociale à hauteur de 41 milliards. Mais camarades, pour quelle raison? La sécurité sociale a assumé pleinement ses missions et ses dépenses. 4 milliards ont été débloqués pour payer les masques et les appareils de réanimation. 3 milliards ont été versés pour le fonctionnement des hôpitaux et leur permettre de faire face. Plusieurs milliards sont payés chaque jour pour payer les activités journalières des salariés confinés et des malades chroniques. 10 milliards sont débloqués pour payer la dette des hôpitaux que l'État organise avec l'enveloppe fermée qui sévit gravement depuis maintenant des années et des années. Il y a dans le même temps un effondrement des recettes, la non-rentrée des cotisations du fait des chômages partiels, le report ou l'annulation pour les cotisations pour les entreprises restées en activité, ce qui représente près de 20 milliards d'euros. 11 milliards de recettes fiscales en moins également qui ne rentrent pas dans les caisses de la sécurité sociale, soit 31 milliards au total qui font partie d'un effondrement de ces recettes. Camarades, comment ne pas mettre en relation le fait que depuis 1993, les entreprises ont bénéficié de 559 milliards d'euros d'exonération. Et il faudra même rajouter ces derniers mois l'annonce de près de 60 milliards d'euros de bénéfices qui ont été versés en dividendes aux actionnaires. Et camarades, le patronat et le gouvernement cherchent à utiliser la période actuelle pour mettre en place autre chose que ce qu'est la sécurité sociale, pour briser la sécurité sociale. Dans les échos du 24 avril, il était écrit que la sécurité sociale est un système protecteur mais peu efficace et qu'il serait temps de s'interroger sur quelle part de l'organisation collective et de responsabilité individuelle il conviendrait de mettre en place. Le ton est donné. Les échos, comme vous le savez, c'est le journal patronal, c'est le journal du capital financier. Il s'agit pour eux de tenter d'accélérer le désengagement de la sécurité sociale, changer la nature de ses missions pour transformer en organisme d'État financé par l'impôt via la CSG, la sécurité sociale, en finir une bonne fois pour toutes avec l'institution qui a été constituée en 1945, après la guerre, sur la base d'une situation quasiment révolutionnaire dans le pays. Et c'est dans ce contexte, camarades, que le gouvernement, la semaine dernière, a décidé de mettre sur pied des brigades dites Covid-19. J'attire votre attention sur le terme brigade, camarades. Les brigades, c'est un terme militaire. Une brigade, c'est la guerre. Ils disent qu'ils privilégieraient le volontariat. Ce qui signifie qu'ils peuvent très bien, s'ils n'ont pas le nombre de volontaires qu'ils veulent, réquisitionner, désigner, contraindre des agents à suivre ce dispositif. Ils envisagent de mettre sur pied et de mobiliser entre 3 000 et 5 000 collègues, des centaines et des centaines en région parisienne. Rendez-vous compte, dans le 92, c'est 300. Hier, nous avons été informés que dans le 95, qui est une caisse plus petite que le 92, c'est entre 150 et 200. Il est question également de près d'une centaine dans les autres organismes, le 94, le 91. Pour une durée indéterminée. Alors que les CEPAM, les organismes dans leur ensemble, n'arrivent plus à faire face à la charge de travail de par les suppressions de postes qui ont été prises depuis des années et des années et qui continuent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une véritable opération qui aboutirait à la paralysie des caisses pour dénaturer, pour casser ce que représente la sécurité sociale et utiliser son personnel pour autre
c'est lundi, dimanche soir, que les campagnes de dépistage seraient interdites dans les entreprises, qu'il n'y aurait pas de thermomètre. Et alors que depuis des mois, des semaines, on nous expliquait que les masques n'étaient pas nécessaires. Aujourd'hui, ils nous disent que c'est nécessaire, y compris, ils seraient même allés jusqu'à sanctionner les salariés qui ne mettraient pas les masques dans les transports. Il faut maintenant payer les masques. C'est-à-dire que le gouvernement, dont la charge revenait de protéger la population, se refuse à continuer à le faire et fait payer les masques. Business is business. Ouais, ils ont été zéro sur toute la ligne. Indiquait que pour une famille Et de c'est 4 voulu. à 5 personnes, ça représentait un budget qui approche 200 € par mois. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'instaurer une situation où des gens, des salariés ne pourront pas y compris se protéger eux-mêmes dans cette situation. Et pour en revenir à ce que devraient faire ces brigades Covid, il s'agit d'enquêter. Il s'agit de collaborer à la mise en place de fichiers. C'est ça, des collabos. D'enquêter auprès de patients qui seraient atteints ou susceptibles d'être atteints du Covid-19 en fonction des différents symptômes dont par ailleurs nous ne sommes absolument pas qualifiés pour mesurer. Surtout quand tu sais qu'il y a plein d'asymptomatiques, tu fais comment? Indiquer qu'il faut qu'ils se signalent, qu'il faut qu'ils s'isolent, qu'il faut qu'ils nous livrent un certain nombre de contacts qu'ils ont pu côtoyer ces derniers jours et ces dernières semaines pour ensuite pister également ces contacts et faire remonter auprès de l'ARS, ces gens qui sont nommés par le gouvernement, qui sont chargés de mettre en place toutes les dispositions qui ont étranglé les hôpitaux, dont la dernière en date est la déclaration du responsable de l'ARS du Grand Est, qui était de dire nous allons continuer les suppressions de postes, nous allons continuer les suppressions de lits, à tel point qu'ils n'ont pas pu faire autrement que de le virer, même si le gouvernement pense très fort et entend bien continuer à mettre en place cette politique. C'est donc une politique de délation qu'on nous demande de faire. On va solliciter les employés de la Sécu pour s'ingérer dans la vie privée des patients, des malades, et y compris en violation du secret médical. C'est du jamais vu, camarades à la sécurité sociale. Non seulement ce n'est pas notre travail, nous ne sommes en rien qualifiés pour faire cela, mais c'est quelque chose qui est immonde et qui risque de se retourner contre les patients, y compris De télécharger Stop Covid. C'est pour la raison que je vous proposerai que nous prenions nettement position à la fin de cette réunion sur le fait d'appeler le personnel à refuser de participer à de telles brigades Covid. Jean-Claude, tu as pris pour l'URSSAF. C'est pas vrai. Ouais, mais. Attends, camarade Jean-François, excuse-moi. Je termine mon rapport. Envoie un message, s'il te plaît. Envoie un message. Que tu as pris pour l'URSSAF. Envoie un message, Jean-François, s'il te plaît. Oui, Jean-Claude. Envoie un message. C'est donc un prétexte dans la lutte prétendue du gouvernement contre le Covid-19, dans un contexte où il s'apprête à constituer de nouveaux foyers de contamination qui risquent de s'ouvrir avec les écoles. Oh, putain! Les horaires de travail décalés. Tu as pris l'URSSAF. Jean-François, écoute, et je termine mon rapport, s'il te plaît, envoie un message. Personne peut l'appeler pour lui dire d'arrêter? Où de nouveaux foyers de contamination risquent de s'ouvrir. Avec l'école, le haut. Ça y est. Les horaires de travail décalés, avec le respect des horaires. Sinon, des amendes pourraient être prises à l'encontre des contrevenants. Les nouveaux foyers dans les transports publics, puisque la SNCF et la RATP ont lancé un appel en disant nous serons incapables d'être prêts le 11 mai. Et ils appellent à ce que des forces de l'ordre interviennent dans les transports publics, y compris pour faire respecter les règles de distanciation sociale et les mesures barrières, avec C'est impossible. le fait d'instaurer une place sur deux dans les métros, ce qui est totalement impossible. Ils n'ont jamais pris de métro, ces gens-là, et des marquages au sol. Imaginez la réaction des salariés ou des collègues qui sont déjà, des salariés qui sont déjà contraints de reprendre le travail, vont devoir faire face aux forces de l'ordre qui vont les malmener, y compris voire même les matraquer, comme on a pu le voir dans les manifestations. Camarades, ça ce sont les faits. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et nous devons, disons, coordonner dans cette situation pour dire non. Pour terminer. Et ensuite, je vous laisserai bien sûr la parole. Et
collègues, il faut aller vite, c'est au nom de cela également, ils ont essayé d'instaurer le travail dès 6h du matin jusqu'à 19h le soir, au prétexte qu'ils n'avaient pas suffisamment de connexion. Donc, la première chose, c'est de dénoncer le fait que des collègues sont démarchés avant même la tenue des CSE. C'est clair. La deuxième chose, c'est qu'ils sont tenus de modifier la réglementation, de modifier les missions de l'assurance maladie pour que les brigades Covid puissent avoir accès aux informations, y compris médicales. Ce qui est la preuve que cela ne rentre pas dans les missions d'assurance maladie, tel que c'était indiqué et formulé dans la circulaire fédérale. Il leur faut également modifier la réglementation pour tenter d'imposer le travail le dimanche, puisque comme vous le savez, à la sécurité sociale, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours protégés par le décret 37 qui interdit le travail parlement et le travail le dimanche en instaurant les 2 jours de repos consécutifs, précisément dont le dimanche. Il est donc, nous vous invitons donc, camarades, à intervenir dans les CSE pour demander que ces textes modifiés nous soient communiqués. Il nous indique également en présentiel ou en télétravail si, donc qu'on puisse avoir l'ensemble de ces éléments. Et puis, la majoration, ça c'est également repris dans la circulaire fédérale, la majoration des heures supplémentaires pour contourner la renégociation des protocoles HV et des règlements intérieurs, pour éviter de renégocier, parce qu'ils disent que ça prendrait trop de temps, donc ils décident arbitrairement donc, pour majorer les heures supplémentaires. Pour terminer, les informations, donc, le CSE doit être informé lorsque le contingent heures supplémentaires est inférieur à 220 heures et il doit être consulté lorsque le contingent d'heures supplémentaires est supérieur à 220 heures. Enfin, les primes, 4% et autoprimes seraient maintenues. Voilà les éléments que je voulais donner. Je n'ai pas la prétention, camarades, d'avoir tout dit. Je suis persuadé que des choses ont été oubliées. Il est difficile en quelques minutes de résumer l'activité du syndicat depuis 2 mois, parce que le syndicat a continué son activité. Mais je vous laisse maintenant la parole. Excusez-moi, camarade. Jean-François, on a pris les inscrits, mais tu sais comment ça Ça nous a bien fonctionne. fait chier. Il y a un ancien, c'est ce qu'on a dit au début. On n'interrompt pas les rapports. Jean-François, tu t'entends? À mon avis, t'entends pas. Moi, j'en ai bien un, je pense. Alors, oui, il n'entend pas, à mon avis. Hein. Écoute, je vais lui envoyer un texto pour lui dire qu'on n'entend pas. Je lui ai déjà envoyé, David de l'URSSAF, je lui ai déjà envoyé un texto pour lui dire qu'il avait un problème avec sa connexion. Super, merci David. Alors, des collègues qui arrivent, des camarades qui n'arrivent pas à se connecter, moi. Dans le Val-de-Marne. Jean-Claude aussi. C'est François. Camarade, Jean-Claude, t'as fini ton rapport? J'ai fini, vas-y, Nora. D'accord. Donc au niveau des inscriptions, j'ai Catherine qui s'est inscrite. Est-ce qu'il y a d'autres camarades? Soit vous levez la main, soit vous me tapez. Soit vous mettez des Alain. Alain, quoi. Alain. Kramif, ok. Ensuite, Il y a moi, je sais pas. Frédéric, 80, syndicat 92. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est Jean-François. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Jean-François. On t'entend, Jean-François. Qui s'est inscrit? C'est Claude? Non, c'est toi qui nous entends. J'ai vu quelqu'un lever la main. Donc il y a Catherine, Alain de la Kramif, Frédéric du 92, Moi j'ai levé la main, Alexandre. Alexandre 93, Laurent. Carl Delot, Kramif, Laurent de chez Laurent Jeter de la Fédération et du 92. Du 92. D'accord. Du 92, ouais. Ensuite, qui souhaite s'inscrire encore? Alors, Jean-Claude, je t'entends. alors, Pourquoi je sais pas. Jean-François, on l'entend pas. Jean-François, il est dans une île en fait. Il est en train de-
inscrits. Catherine, Alain, Frédéric, Alexandre, Karl, Laurent du 92. Le 91, est-ce qu'il souhaite s'inscrire? Non, je sais pas, peut-être. Yves de l'URSSAF. On dirait un nom de noble. Yves de l'URSSAF. Donc Yves, Sylvia Agu de la Cramif, hein, je me trompe pas? C'est ça. D'accord, merci. Ensuite, je vais m'inscrire. Donc Nora, syndicat de Paris. Je vais parler, je n'ai pas accès. Alors camarades, coupez les micros si vous vous mettez d'accord, qui intervient. Merci. C'est quelqu'un qui était avec Jean-Claude, parce qu'il était en train de parler comme ça. Donc là, je reprends la liste. Catherine, Alain, Frédéric, Alexandre, Karl, Laurent, Yves, Sylvie, Nora. Les autres camarades, si vous souhaitez vous inscrire, ce que je vous propose, c'est soit vous faites un petit message, soit vous levez la main. D'accord, vous appuyez sur le petit bouton la main. Et puis, je continue à procéder à la répartition des inscrits. Par contre, ce que je vous propose, c'est de ne pas être trop long dans vos interventions, d'essayer de concentrer un max pour que le maximum de camarades puissent intervenir. Ça vous va? Ok. Donc, Madame Catherine, tu as la parole. Et ensuite, ça sera Alain de la Cramif. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Effectivement, il n'y a rien à rajouter pour ma part pour ce que tu viens de dire, Jean-Claude, hein, j'y adhère totalement. Il faut savoir que sur le Val-de-Marne, nous avons notre CSE à propos de des brigades Covid cet après-midi. Donc, comment dire, hein, effectivement, c'est extrêmement gravissime ce qui se passe, parce qu'il y a un détournement. Oh putain. Parce que là, Jean-François, toi, vous m'entendez? J'appelle Jean-François. Mais piquez-le. Je pense qu'il faut l'appeler. Je l'ai appelé, mais il est sur répondeur. Putain. Bon, alors je continue, vaille que vaille. Donc, effectivement, c'est un sujet extrêmement grave parce que les outils de la sécurité sociale vont être détournés à des fins de surveillance des assurés sociaux et c'est extrêmement grave. Alors, quand la direction nous a appelés pour ce CSE extraordinaire, j'étais assez surprise. Ça m'a révolté, c'est que dans un premier temps, le lendemain de notre information, on a reçu la communication de la CNAM, où toutes les directions ont mis à poser leur nom comme un seul homme, et qui est un ramassis, moi je considère que c'est un ramassis de mensonges et de désinformations du personnel, où on les incitait à s'inscrire. Hier, pour préparer l'assemblée, enfin cette réunion de cet après-midi, je me suis quand même permise d'appeler mon médecin pour lui un peu parler de ce qu'il y avait dans le dossier. Il était extrêmement choqué parce que effectivement une partie de script relève du secret médical et de toutes les étapes du dialogue qu'un médecin peut avoir avec son patient. En aucun cas, à aucun moment, c'est à un tiers d'annoncer à des tiers que une de ses connaissances est atteinte d'une pathologie. Donc, de l'URSSAF 93. J'essaye d'aller vite. Donc effectivement, il rejette en bloc comme un ensemble de ses confrères. Effectivement, ce n'est pas notre rôle de faire ce genre d'activité. Ça relève du médical et strictement du médical. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je me suis tapé le culot de demander à la direction. J'ai dit, dans le cadre d'un CSE, nous avons le droit d'avoir un expert. Alors moi j'aimerais bien que le service médical soit représenté. Donc
Donc la direction m'a répondu, on va voir. Ah ben c'est tout vu, le médecin-chef de la CEPAM n'a pas souhaité assister parce que tenez-vous bien, la loi n'est pas encore promulguée et que ça n'a pas d'existence encore légale. Ah ben c'est sûr que le gars, ça doit lui faire un drôle d'effet, lui qui a signé le serment d'Hippocrate, ça doit lui faire tout drôle. Voilà, hier soir, je ne sais pas si vous avez entendu Revel, qui a fait un sacré exercice de désinformation. Je ne sais pas si vous avez aussi Revel. J'étais sur Véran. Si les CAF pourraient être aussi concernés par ce dispositif. Alors c'est mentionné dans les documents qui nous ont été envoyés par la direction, mais ils n'en disent pas plus. Mais dans un deuxième temps, donc les CAF pourraient être concernés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire rapidement. Au revoir. Merci. Merci Catherine. C'est ça, hein? Oui, Nora, merci Jean-Claude. Moi, il y a énormément de choses à dire, donc j'ai essayé de récolter un maximum d'informations, puisque nous, à la CRAMIF, ça passe aussi cet après-midi, mais on n'a aucun document sur le contact tracing. Donc, j'ai eu la note de Luc. On vient juste de le recevoir, je vais envoyer un message, j'interviendrai dessus après. D'accord. On vient juste de recevoir, bon, ouais, on a rendez-vous cet après-midi, on vient de recevoir le document. Mais bon, après, voilà. J'ai eu la note de cadrage contact tracing que la CNAM a envoyée à Luc. Donc j'ai travaillé avec ces éléments. Je compléterai juste le rapport à Jean-Claude, puisqu'il a un peu synthétisé tout, même si tout le monde doit avoir cette note. Dans le rapport, ils disent bien que les médecins, eux, vont toucher 55 € par patient déclaré Covid. Et ils vont toucher 2 € par non supplémentaire. Et s'ils fournissent le numéro de téléphone avec, ils vont toucher 4 €. C'est-à-dire que l'État, ils vont débloquer une masse d'argent exceptionnelle pour les médecins, alors que pour la Sécu, notre fédération, elle se bagarre pour la revalorisation du point que cheap, pour l'obtention de la prime que Macron... Et au bout de 1000, tu gagnes un voyage. Que cheap, et nous, on va travailler à une tâche qui n'est pas c'est une convention de mise à disposition, que pour les personnes volontaires, ils devront signer une convention de mise à disposition. Et ils ne vont rien toucher en plus, à part des heures supplémentaires ou la prime de 4%. C'est scandaleux. Il faut savoir que dans la note que Luc m'a envoyée, il précise les emplois qui vont être concernés. Un petit tube, non, petit tube de vaseline, peut-être. Mais il y a tellement de choses à dire que bon, je ne vais pas vous saouler avec. Maintenant, nous, c'est comment, au niveau des organismes parisiens, comment on organise une attaque simultanée dans tous les organismes pour et faux. Moi, c'est pour ça que je suis en attente de ce conseil syndical. Il faut qu'on ait la même ligne de marche et tous coordonnés sur une consigne. Pas une ou plusieurs consignes, mais qu'on ait tous, après à notre manière de le développer dans les caisses, il n'y a pas de souci, mais qu'on ait tous un mot d'ordre bien clair et qu'on y aille à fond, parce que dans le document que Luc m'a envoyé, ils savent très bien que c'est pas par le vote qu'on va faire annuler quoi que ce soit. Ils le mettent dans le document de la note nationale qu'il faut faire des CSE en urgence, même si ça ne respecte pas la réglementation. Il faut à tout prix essayer d'avoir un avis, et si ce n'est pas possible, de refaire CSE très urgent, donc 2-3 jours après, pour mettre ça à consultation. Et au pire, même si les gens disent on ne peut pas émettre d'avis, la CNAM dit aux directions, vous considérez ça comme un avis contraire, comme un avis contre, et vous passez en force. Et ils n'en ont rien à foutre. Donc là, nous, c'est comment on informe le personnel, là, tout de suite, le plus urgemment possible, comment on coordonne nos forces pour vraiment foutre la pagaille. Parce que là c'est trop. Juste, je voulais excuser Luc, j'ai oublié de le
avec le confinement, c'est difficile d'exhorter les gens à aller voir les... Mais bon, il n'est pas doué, voilà, avec son PC, il n'y arrive pas. Donc plutôt que de rater la réunion, j'ai abandonné. Par contre, il m'a mandaté pour vous dire 3 choses. La première des choses, c'est que la CNAM profite de la situation pour vouloir négocier un avenant au télétravail, donc je pense qu'on va tous l'avoir, basé sur les résultats des plans de continuité de l'activité, avec peut-être, pour certains organismes où ça a été fait, la remise en cause des horaires variables ou le travail par équipe, ou les autres choses qu'ils ont fait pendant la période de PCA. Donc pour pérenniser tout ça, pour pérenniser cette situation dans le temps. Voilà. La DRSN, il m'a dit que pour l'instant, elle profite de la situation pour reposer la carte up à tout le monde. La carte up, ticket resto. La DRSN, elle va essayer de créer une brèche pour donner la carte restaurant à tout le monde. Et sur le contact tracing, bon là j'ai un désaccord avec lui parce qu'il me dit qu'à ce jour, il a eu une réunion cet après-midi, la DRSN n'est pas trop touchée à ce jour. Sauf que moi quand j'ai lu le document, c'est pas tout à fait ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est les 3 choses qu'il m'avait mandaté de vous dire et que voilà, je vais essayer de pas trop monopoliser la parole et s'il y a besoin que j'envoie les documents que j'ai, parce que j'ai sur Catherine, j'ai la note que Luc nous a envoyée, bon voilà, j'espère que tout le monde les a et voilà. Merci beaucoup Alain. Frédéric, tu as la parole et se prépare Alexandre. Bien. Vous m'entendez, camarades? Oui. Bon, bonjour à tous. Je vous transmets le salut de Christine qui, vous savez qu'elle a été malade et avec suspicion donc, du Covid-19. Elle a pu assister hier à une assemblée plénière qui s'est tenue justement par rapport à tout ce qu'on est en train de discuter, mais aujourd'hui, elle se reposait, ce que je comprends très bien puisque elle était particulièrement fatiguée quand même avec cet effort qu'elle a fait. Sur la situation, alors dans les Hauts-de-Seine, on inaugure assez souvent les choses, donc en fait il y a eu un comité un comité économique et social là, qui s'est tenu hier, avec à son ordre du jour la question en fait de la reprise du travail, du déconfinement, et puis évidemment le contact tracing. Bon, on est exactement dans le cadre de tout le rapport que Jean-Claude a fait, et ce qui ressort et ce qui se confirme, mes camarades, c'est que sur le plan général, c'est très clair. Le gouvernement, sous la pression du MEDEF, a décidé qu'il fallait absolument que l'économie des entreprises reprenne, sachant qu'il est en vérité dans une situation complètement éperdue parce qu'il n'a aucun moyen de répondre véritablement à la question de la sécurité des citoyens et des travailleurs. Il décide ça. Dans les entreprises, donc à la Sécu, il commence à envisager à mettre en place le déconfinement, alors que vous avez par ailleurs l'immense question de l'ouverture des écoles, avec le tollé que ça soulève et toute la situation qu'il y a. Sur le contact sur la CEPAM de Hauts-de-Seine, on a donc eu une discussion. Alors déjà, camarades, c'est ce qu'on a expliqué. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans cette situation où le gouvernement fait tout et n'importe quoi sous la pression qui lui est faite, sous la pression du patronat. Parce que, y compris le système en lui-même, il est complètement con, parce que vous imaginez bien que les médecins, et j'en ai discuté avec mon épouse qui est médecin, ils vont effectivement, quand un mec est positif, ils vont lui demander avec qui il a été en contact, donc ils vont transmettre les informations. Déjà, ce qu'elle m'explique, c'est que ça m'a créé quand même une belle colère chez les médecins parce que pour faire un tel boulot, ça va leur prendre un temps considérable. Ils ne sont pas forcément séduits, bien au contraire, sur l'histoire des 55 € et des 2 € parce que ça a un côté un peu indécent et que par rapport à la question du boulot que ça va leur demander, c'est invraisemblable. Et puis, ça revient quand même à transmettre des données médicales forcément, mais entre le moment où elle adresse, où ils vont donner la liste des contacts, et en plus ce sont qu'une liste qui est tout à fait imparfaite. Bon.
Ce qui veut dire qu'on va demander après à la sécurité sociale de pister ses contacts, sachant qu'en réalité, entre-temps, les gens auront pu se déplacer et avoir contact avec des tas d'individus. Il suffira que, par exemple, ils aient fait les transports collectifs, et vous imaginez bien que ce sera impossible et tout. Donc on est en train d'expliquer, de mobiliser au prix d'une déréglementation sans précédent le personnel de la Sécu. Et ce qui a été ressorti, et ce qu'a reconnu... Si tu peux lui dire qu'elle prévienne les filles de ne pas balancer des messages parce que ça bip et je vois les trucs. Tout simplement, c'est que c'est qu'ils vont demander, et ça c'est scandaleux, à la sécurité sociale d'utiliser en fait son fichier des assurés avec le coordonnées et tout pour arriver à les identifier et à les pister. Donc ça, en fait, c'est pour ça qu'il s'adresse à la Sécu, parce que la Sécu a, avec sa base de données, les moyens de faire ça. C'est une opération de beurrage de lunettes pour essayer de faire croire que le gouvernement fait quelque chose, puisque de toute façon, c'est complètement réduit par rapport à l'ensemble, et qu'en aucun cas, ça ne permet en réalité de voir exactement la trace que le virus a pu suivre. Donc c'est une opération qui était véritablement scandaleuse dans cette affaire, et il faut l'expliquer au personnel, parce que moi j'ai envoyé le communiqué de la fédération là-dessus, et puis il se trouve que dès lundi matin, et il se trouve qu'après je suis passé dans les services avant que se tienne la réunion des CSE, et une collègue qui est une syndiquée qui me dit ah merde, je suis désolé, je me suis porté volontaire et j'ai vu le communiqué après, si j'avais su, bon, voilà. Et sur la CEPAM des Hauts-de-Seine, pour le 11 mai, la Caisse nationale leur a demandé d'avoir 114 ETP pour constituer ces brigades, et pour le 18-5 d'en avoir 171, ce qui représente 227 personnes. Elle a déjà, en fait, de ce qui nous indique, alors là aussi, c'est la charge de cavalerie en dehors de toutes les règles et tout, on est en pleine entrave par rapport au CSE, mais comme ils sont dans le cadre des directives nationales et gouvernementales, ils y vont et ils se cassent pas. Donc, ils auraient déjà 130 candidatures de collègues. Alors on a eu des discussions, y compris quand on s'est positionné contre ce truc-là, qu'on a bien expliqué. Il y a une illusion en fait dans le personnel si les choses ne sont pas expliquées, parce que c'est pour le personnel un peu comme jouer leur rôle et avoir la gloire un peu comme les soignants, c'est-à-dire on participe à une grande opération de santé, de solidarité et d'intervention pour combattre contre l'épidémie, parce qu'il y a cette illusion. Donc je pense effectivement qu'il est très très important, et moi je suis d'accord avec Alain, il est très important d'avoir une réponse très rapide par rapport à ça. On n'évitera pas qu'il y ait des volontaires sur ces trucs-là, parce qu'il y a des illusions, il y a la pression générale qui est organisée, y compris par rapport à ça. Bon, sachant que sur les droits, les questions ne sont pas aussi claires. Par exemple, la question du volontariat, ils nous disent que sur le dimanche, ça, il n'y a pas de problème, ce sera strictement le volontariat. Mais par exemple, sur le samedi, sur les autres jours, si jamais il arrivait que le volontariat, ça ne marche pas, eh bien, il faudrait prendre des mesures coercitives et l'imposer. Donc ça, c'est un exemple sur les jours. Bon, vous avez le problème des heures supplémentaires, mais là encore, on a posé la question. Et la CEPAM des Hauts-de-Seine, contrairement d'ailleurs apparemment à ce qui est écrit dans le truc de la CNAM, tient compte du fait que pour qu'il y ait heures supplémentaires, il faut que la semaine soit pleine. Donc ce qui veut dire que les collègues qui poseraient des congés, ça vont se retrouver coincés et peut-être à se retrouver en fait à faire ce boulot-là sans bénéficier des heures sup si leur semaine de travail n'est pas des 36 heures. Donc en fait, rien n'est véritablement garanti, et c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait scandaleux. Dans le même temps, ils mettent en place les mesures de déconfinement. Alors on leur a fait observer qu'aujourd'hui, il fallait impérativement, là encore, respecter le volontariat et perdurer toutes les règles qui ont été mises en place, notamment le maintien de salaire quand il n'y avait pas de télétravail possible et tout, en leur faisant observer que la question des écoles allait être absolument centrale et tout, et puis y compris l'histoire du métro, comme disait le camarade tout à l'heure. Il faut aller nous expliquer
expliquer qu'on va condamner un siège sur deux, il faut vraiment ne jamais avoir pris de métro. On abrutit sur ce truc-là. Bon. Cela dit, ils avancent. Ils maintiennent en réalité donc essentiellement le télétravail, mais ils se fixent quand même à peu près 300 agents qui viendront. Et alors ils ne rouvrent qu'un site, ils maintiennent les centres fermés et le site du département fermé, mais ils vont rouvrir donc sur MB15 en mettant en place tout un dispositif compliqué de restructuration des salles, des petites flèches sur les sols. Deux par ascenseur avec des pas qui ont été collés dans l'ascenseur pour qu'on sache exactement où il faut se foutre. Bon, ça pose un bordel considérable, surtout que vous avez par ailleurs, je ne suis pas dans le détail technique, mais en fait ça va poser y compris toute une série de problèmes de micros, parce comme il n'y avait pas assez de portables, il y a des collègues qui ont pris les micros pour faire du télétravail chez eux, donc il n'y a plus des micros sur les postes. Et comme ce n'est pas les mêmes qui vont forcément revenir sur site, il faut retrouver des micros. Enfin, je ne vous dis pas, mais malgré ça, eh bien, il y a les directives et ils continuent. La conséquence de ça, d'ailleurs, c'est que toute une série de dispositions, par exemple, vous prenez sur l'ouverture du courrier, les collègues qui étaient volontaires pour venir sur site, en fait, ils ne venaient que 2-3 jours par semaine et ils avaient leur semaine était validée. Bon, à partir du 11 mai, comme il y a cette notion de déconfinement, c'est terminé, ils doivent tous venir sur site, point à la ligne, et c'est terminé. De la même manière que la question de l'indemnité de repas dont ils bénéficiaient avant, tout ça, ça saute. C'est-à-dire qu'on est vraiment vers la pression sur le personnel. Voilà un peu, je pense, évidemment, j'aurais oublié de choses, mais je ne vais pas être trop long, mais voilà en fait le dispositif dans lequel aujourd'hui on se trouve. Oui, sur le contact tracing, on a posé la question évidemment du délai que ça allait durer. La direction a été très claire là-dessus. Il n'y a aucun délai de fixé. Ça pourrait même durer 2 mois, cette histoire-là. Sachant que également ils sont pas du tout clairs dans la réponse quand on leur a dit mais est-ce qu'un agent à tout instant peut se rétracter du dispositif. Bon. Donc encore une fois, et je conclue là-dessus, on voit véritablement en fait comment aujourd'hui c'est la politique du gouvernement qui s'est mis en place se traduit non seulement par le fait que ça n'apporte strictement aucune sécurité ni rien du tout, parce que la seule sécurité, je pense que vous partez sur cette argumentation, c'est le dépistage systématique, le test systématique pour tout le monde. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Ce qu'ils font, c'est du bricolage, et ça va se faire au prix d'une réglementation et d'une remise en cause des droits fondamentale. Je pense qu'on a totalement raison. Moi, je suis d'accord avec la proposition de Jean-Claude pour que le Conseil syndical adopte une résolution ou un truc pour se prononcer très clairement contre la mise en place de ce truc-là, et puis voir une position générale et une bagarre dans toute personne. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci Frédéric. Alexandre, tu as la parole et se prépare Karl de la Cranie. Ok, merci donc, bonjour à tous. Je vais essayer d'être aussi pas trop long, parce que c'est vrai que là, le but aussi c'est de pouvoir laisser intervenir nos jeunes syndiqués qui ont été invités à cette réunion. Je sais que nous on a eu quand même pas mal d'inscrits, malgré le temps qui nous a été imparti, le délai assez court pour préparer cette réunion, donc ça démontre aussi qu'il y a un besoin aussi pour nos syndiqués, je pense, de se réunir, de s'organiser, d'être informés sur c'est évident vu la situation, et on a prévu de toute façon d'essayer de faire assez rapidement une réunion de syndiqués dans le même style au niveau de la CEPAC 93. On pense qu'il y a un besoin actuellement par rapport à toute la situation. Et rapidement sur la situation générale, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je voudrais juste compléter, mais évidemment on est tous, il y a le gouvernement qui prépare évidemment son plan de déconfinement à compter du 11 mai, et on sait tous, à une semaine, il y a encore beaucoup trop de questions, d'interrogations, d'incertitudes sur la question des transports en commun, sur la sécurité, la réouverture des écoles. On voit déjà dans les entreprises qui ont ouvert les difficultés pour faire respecter les mesures de distanciation dans les entreprises. Il y a une situation extrêmement
compliqué, précarisation qui se développe partout. Hein. On a vu des queues dans les banques alimentaires et notamment sur le 93, hein, c'est terrifiant. Les débuts d'émeutes dans pas mal de cités. Et c'est la même situation qui se développe un peu partout dans le monde. Hein. Il y a une grande précarité qui arrive partout dans le monde. On nous parle à côté de ça évidemment des chiffres faramineux, enfin on nous fait croire, hein, des déficits à sécu de 41 milliards d'euros. Je sais que Jean-François nous disait la semaine dernière en bureau que 41 milliards d'euros c'est quelques jours de recouvrement de cotisation au niveau de l'URSSAF, premièrement. Et évidemment, personne ne nous parle des 38 milliards d'exonération de cotisation. Hein. On sait très bien que le déficit est en grande partie fabriqué. Hein, et, ce qui est inquiétant dans cette situation, hein, plusieurs fois je le dis, c'est qu'il y a un avant et il y aura un après confinement. Et on voit qu'ils sont en train de développer, de généraliser tout un tas de choses qui étaient déjà dans les coups, qui auraient dû se mettre en place sur plusieurs années, mais qui du coup, au travers de la situation, ont été développées en urgence. Hein, la généralisation, enfin, les dérogations d'horaires, le développement du télétravail, de tout ce qui est dématérialisation, l'éducation à distance, démutualisation. Hein. Et il y a tout un tas de choses sur lesquelles on sait très bien que si on ne bagarre pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Hein, et donc on peut revenir au déficit hein, de 41 milliards. Hein, on sait qu'il y a aussi une volonté derrière tout ça, et surtout en ce moment de détruire la sécurité sociale pour mettre autre chose en place, un système. Donc pour mettre autre chose en place, hein, comme un système américain. Hein. Donc ça, je pense que c'est important aussi qu'on puisse s'exprimer.